Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 14 janvier 2024. Première émission de cette nouvelle année que je vous souhaite d'ailleurs faste, joyeuse et en santé. En deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois l'autrice Danielle Chaperon. Toujours en deuxième demi-heure, Marie Barguerdien et Mathilde Routy nous font découvrir l'album Pendant ce temps sur Terre d'Oliver Jeffers, publié chez Kaléidoscope. Et comme d'habitude, on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois des passeuses de littérature jeunesse, Catherine Turcotte de l'UQAM, Maude Larente de BANQ, ainsi que deux créatrices, l'autrice Mathilde Perrault-Archambault et l'illustratrice Catherine. Avec elle, on va parler du formidable projet et du prix Accolade. On retrouve aussi Marie B, qui nous fait toujours réfléchir dans sa chronique. Aujourd'hui, elle nous parle de lecture et de francisation. Encore une fois, on parle de livres et on fait des découvertes sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Raphaël, j'ai 9 ans. J'aime les livres parce que c'est intéressant de découvrir de nouvelles histoires. Je m'appelle Amad, j'ai 11 ans. J'aime lire des documentaires parce que je trouve cela intéressant et j'aime découvrir de nouvelles choses. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on joue pas mal sur les mots parce que on rencontre, je l'ai dit en introduction, des personnes pour qui la littérature jeunesse compte beaucoup, mais surtout des passeuses de littérature jeunesse. Catherine Turcotte de l'UQAM, Maude Larente de BANQ et deux créatrices, Mathilde Perrault-Archambault, autrice, et Catherine, illustratrice. Bonjour à vous et bienvenue à Imagemo à voix haute. Bonjour. Allô. Bonjour. Alors, Bonjour. on a les deux C en studio et les deux M à distance sur Zoom. Ah, c'est vrai. Et ce qui vous unit aujourd'hui, mesdames, c'est le projet et le prix Accolade. Je voudrais d'abord donner la parole à Catherine Turcotte. Catherine, vous êtes professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Oui. Vous êtes co-titulaire de la chaire de recherche Innovation, lire, écrire, découvrir. Oui. Et vous êtes également l'instigatrice du projet Accolade. Qu'est-ce que c'est, ce projet Accolade? C'est un projet qui a été créé avec la Grande Bibliothèque, Maude pour vous en parler peut-être aussi après, et avec l'organisme La Relance Jeunes et Familles, situé dans le quartier Centre-Sud. C'est pas très loin de l'UQAM, à 2 stations de métro. C'est un projet qui invite des enfants dans un camp littéraire au mois d'août et ces enfants-là doivent lire plusieurs albums sélectionnés par Maude et son équipe à la Grande Bibliothèque et doivent émettre un jugement, une appréciation, une réaction, ce qui fait en sorte qu'à la fin du camp, les enfants ont appris à... par exemple, parler des illustrations, apprécier le contenu de l'histoire, les personnages, etc. Et ils doivent voter pour leur album préféré. Ah, donc on va reparler de ça tout à l'heure. Il y a aussi dans ce projet-là, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, un volet tutorat qui se vit au-delà du camp littéraire, en fait? En fait, le projet Tutorat, c'est comme la grande sœur du projet du prix Accolade. Okay. C'est le premier projet qu'on a développé avec la relance Jeunes et Familles. Et à partir de notre expérience de tutorat, parce que ce sont surtout des étudiantes au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, enseignement en adaptation scolaire et sociale qui sont impliquées dans les projets de tutorat avec la relance. Et à partir de ce projet-là, on avait envie de développer un projet qui se passerait pendant l'été. OK. Et, de là, le camp littéraire. Oui, c'est ça, le camp littéraire. Puis ça a pris une proportion. À un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on remettrait pas un vrai prix à l'album préféré? Et là, la Grande Bibliothèque est venue nous rejoindre là-dedans. Et cette année, le prix, c'est Mathilde et Catherine qui l'ont gagné. Ben oui, c'est ça. Alors, on va donner la parole à vous entrez en jeu ici.
Maude Larente, vous êtes bibliothécaire coordonnatrice à BANQ et vous avez participé activement au projet Accolade. Comment s'est traduite cette collaboration de BANQ au projet Maude? Oui, mais en fait, c'est l'UQAM qui nous a approchés avec cette super belle idée-là de remettre un premier prix littéraire en équité, diversité, inclusion. Là. Il y a plusieurs choses qui nous ont interpellés puis pour lesquelles on sentait qu'on pouvait collaborer avec eux et leur être utile, en fait. C'est sûr qu'après ma barre, pour nous, les valeurs d'équité, de diversité, d'inclusion, c'est des valeurs qui sont chères à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est des valeurs qu'on veut transmettre à nos usagers également. C'est sûr que nous, la bibliothèque fait beaucoup d'efforts dans les dernières années là, pour transmettre ces valeurs-là, pour s'assurer que les populations marginalisées ont accès à la bibliothèque, à la littérature et tout ça. On fait venir des drag queens pour donner des heures du compte, donc ça nous parlait beaucoup. C'est sûr que, de mettre de l'avant les jeunes pour qu'ils déterminent eux-mêmes le gagnant d'un prix littéraire, ça nous parlait aussi beaucoup. Ça nous permettait aussi de voir le lectorat, à quoi est-ce qu'il répond bien, c'est quoi qu'il va rechercher quand il va lire de la littérature jeunesse. Puis l'avantage de BANQ, c'est qu'on a le dépôt légal au Québec, donc tous les ouvrages qui sont publiés au Québec par des auteurs québécois, par des illustrateurs québécois, BANQ en reçoit une copie et tous les documents pour la jeunesse, nous, à l'Espace Jeune, on a un local là, qui est le Centre québécois en ressources pour la littérature pour la jeunesse, qui regroupe cette très, très belle littérature-là. Et c'est vraiment là, à ce niveau-là, avec l'équipe, par ses connaissances en littérature jeunesse, mais par toute la production qui est hébergée chez nous, là, c'était une collaboration qui nous semblait vraiment intéressante et utile là, avec l'UQAM pour pouvoir leur donner accès à tout ce qui avait été publié dans la dernière année. Donc, c'est une mine d'or, en fait, que vous avez proposée. Vous avez soumis une dizaine d'albums parus en 2022 au camp littéraire, des livres qui abordent tous les thèmes de la diversité, de l'inclusion. On va, si vous voulez, mettre les références ou les titres de ces albums sur le site de l'émission. Si vous voulez, Maude, est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Oui, tout à fait. En fait, la manière que ça s'est fait de manière très organique, je dirais. Là. Donc, l'équipe de l'Espace Jeune a fait une présélection et l'équipe de l'UQAM est venue chez nous. Ils ont regardé ce que nous, on avait d'abord sélectionné. On s'est assuré qu'il n'y avait pas d'angle mort, des sujets qui n'étaient pas du tout traités dans la production de l'année pour s'assurer qu'on n'avait pas oublié certains titres qui auraient mérité d'être dans la sélection. Et ensuite, avec l'UQAM, on s'est vraiment assuré que les différents titres qui allaient être soumis au camp littéraire représentaient bien tous les différentes diversités qu'on pouvait retrouver dans la littérature, là, que ce soit de la diversité corporelle, de la diversité de genre, que ce soit des handicaps visibles, des handicaps invisibles. Donc, les titres qui ont finalement été sélectionnés là, pour faire partie du camp littéraire, en fait, on avait Gloria sort du moule, pareil ou presque, Les couleurs de Philly, Clou, on est tous différents, Le poisson et l'oiseau, La caresse de l'ours polaire, Le papillon de Carlito, Le monde selon des enfants comme toi et évidemment Drôle de zèbre qui a finalement remporté le Grand Prix. Oui, et donc, je reviens à Catherine Turcotte. Les enfants qui ont participé à ce camp littéraire, ils ont fait partie d'un jury, vous en avez parlé. Ce sont eux qui ont choisi leur livre préféré parmi les livres proposés. Vous leur avez donné des critères, j'imagine. Qu'est-ce que c'était les critères sur lesquels ils devaient baser leur jugement? Bien, pendant les 2 semaines du camp, on travaille beaucoup sur ces critères-là d'appréciation. En fait, ce sont aussi des contenus du programme de formation de l'École québécoise, là, sous la compétence lire des textes variés. Mais bien sûr, nous, on le fait dans un camp de façon très ludique, puis avec toutes sortes d'autres activités qui entourent ça. Donc, comment est-ce qu'on apprécie, par exemple, une histoire ou des personnages ou les couleurs des illustrations? C'est quoi le lien? Pourquoi est-ce que l'illustratrice aurait choisi ces éléments-là pour illustrer telle réalité? Donc, on parle de tout ça. En fait, on n'est pas tant dans la compréhension approfondie des histoires, mais on est plus dans la réaction, l'appréciation et tout ça. Donc, oui, les enfants avaient des critères, comme je vous ai nommé, là, comme ceux que je vous ai nommés. Puis, ils devaient, par exemple, nous expliquer si j'avais à convaincre une enseignante de lire ce livre, comment je pourrais
convaincre cette personne-là d'acheter l'album pour la classe. Donc, on avait toutes sortes d'activités comme ça. Ouais. D'accord. Puis pourquoi, Maude, vous pensez que les enfants ont choisi l'album Drôle de zèbre comme lauréat? Maude? Mais je pense qu'il y avait beaucoup dans les illustrations de Catherine, je pense que ça rejoignait beaucoup les jeunes. Je pense que le fait d'avoir des zèbres qui peuvent être identifiés à plein de sortes de diversités, justement, comme on disait, les jeunes pouvaient le comprendre un peu de n'importe quelle façon. Les zèbres qui essayaient de s'inclure dans ce petit nouveau village, de traverser le pont et tout ça, je pense que ça pouvait rejoindre facilement tous les enfants qui faisaient partie du jury, en fait. Mm-hmm. Alors, là, vous avez été très patientes, Mathilde et Catherine. On va vous donner la parole. C'est votre album, Drôle de zèbre, qui est publié aux éditions Bayard, qui est donc le lauréat du prix Accolade. Je vous félicite. Bravo, mesdames. Merci. La remise de ce nouveau prix en littérature jeunesse qui récompense donc les créatrices et les créateurs abordant les thèmes de la diversité, de l'inclusion, de l'ouverture à l'autre. Ça a eu lieu le 24 novembre dernier dans un gala à l'espace jeune de la Grande Bibliothèque. Mathilde, vous êtes avec nous via Zoom, malgré le décalage, parce que vous êtes chez vous, en France. Comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle pour ce prix Accolade? Alors, je m'amuse toujours à dire que j'ai sauté de joie dans mon salon, que j'ai fait des cabrioles comme les zèbres dans l'histoire. J'ai applaudi des 4 sabots, ils font ça, alors moi aussi, pourquoi pas? Non, mais pour vrai, pour un auteur jeunesse, recevoir un prix, c'est extraordinaire, mais recevoir un prix qui est décerné par les enfants, c'est les gens, le public pour lequel on écrit. Alors, quand c'est eux qui choisissent le lauréat, que ça vient d'eux, c'est la plus belle récompense qu'on puisse imaginer. Alors évidemment, ma joie était immense. Et vous, Catherine, comment vous avez réagi? Oui, ben moi j'étais quand même un peu surprise parce que dans ma tête, l'album est sorti il y a vraiment longtemps. En tout cas, ça me paraissait pour moi parce que c'était début 2022, je crois. Ouais. Donc, puis il y a tellement de livres pour enfants qui sortent chaque année que je me disais, bon, OK, on n'en parle plus trop, bon, on laisse la place aux autres livres qui sortent, mais non, on en parle encore, puis les enfants les lisent encore, puis je trouve ça vraiment cool. Oui, c'est le fun, hein? Oui, c'est bien. Vous étiez toutes les deux présentes lors du gala le 24 novembre dernier. Qu'est-ce qui vous a impressionné, touché le plus? Catherine, on commence avec vous. Oui, ben les enfants du camp, ils étaient pas mal tous présents. Oui. Donc ça, premièrement, ça m'a vraiment touchée parce que d'habitude, on voit pas les enfants lire nos histoires, mais là, on les voyait lire nos histoires dans les vidéos qui étaient projetées au gala et puis on pouvait leur parler directement. Et puis il y avait tellement d'énergie, les enfants, ils étaient tellement curieux puis enthousiastes. Ils étaient tellement cute. Ah oui, ça c'est bon. Et Mathilde, qu'est-ce qui vous a touché ou impressionné lors du gala? Alors moi, j'ai adoré leur spontanéité, autant juste dans leur joie, dans leur présence, que dans les questions et les commentaires qu'ils nous ont fait, parce qu'une bonne partie du gala, ça a été poser des questions ou répondre à nos questions. Donc, ils étaient spontanés, très mignons. Et puis, j'étais très impressionnée par la jeune fille. Alors, je crois que c'est Sarah, son nom, qui doit avoir une dizaine d'années à peu près, qui a co-animé le gala, qui a fait ça superbement bien. Alors, elle avait un grand courage de monter sur scène. Elle était vraiment très, très douée. Donc, je pense qu'elle va aller très loin dans la vie, cette jeune fille-là. Ah, ça, c'est bien qu'ils aient cette chance. C'était super chouette. Et puis, de voir toute cette énergie et cette joie qui tournait autour du plaisir partagé de la lecture, c'est juste incroyable. Objectif atteint, hein, c'est ça. Mathilde, pourquoi ce choix des zèbres pour raconter cette histoire d'inclusion? Alors ça, c'était la question des enfants aussi au gala. Oui. Moi, j'ai voulu d'abord travailler avec des animaux pour permettre justement ce que Maud disait, cette identification que n'importe quel lecteur puisse s'identifier au personnage. Alors, il me fallait un animal qui ait une caractéristique physique ou une caractéristique visuelle qui puisse permettre de représenter cette différence venue d'ailleurs. J'ai tout de suite eu l'image du zèbre et je suis pas allée plus loin parce que pour moi c'était le candidat idéal avec ses rayures et sa robe bicolore. Ça permettait de décliner en fait de plein de façons, ce dont s'est ensuite emparé Catherine avec les couleurs de la robe, mais ça pouvait se décliner à l'infini en fait, les différentes rayures, les différentes couleurs, voilà. Qui illustre la différence. Après, voilà, c'est ça. Et j'ai pas, en fait, on peut
penser que zèbre, c'est une expression qu'on utilise aussi pour les enfants qui ont un haut potentiel intellectuel. Oui. Et en fait, ça m'a pas du tout traversé l'esprit quand j'ai commencé à écrire l'histoire que mes zèbres pouvaient faire penser à ces zèbres-là. C'est seulement au moment de la recherche du titre et Drôle de zèbre que j'ai pensé, ah oui, en fait, les zèbres, c'est aussi les enfants HPI. Voilà. Mais ça ouvrait en fait à une interprétation plus large de mon histoire qui n'est pas juste une histoire d'accueil des réfugiés, mais d'accueil de la différence de façon beaucoup plus globale. Catherine, vous avez apporté couleur, tendresse par vos illustrations dans cet album. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quelle technique avez-vous utilisée pour représenter l'univers des zèbres? Oui, je commence toujours mes histoires puis mes recherches de personnages au crayon à la mine, sur papier. Et puis après ça, je transpose ça à l'ordinateur pour faire la couleur. Mais je pense qu'avoir à le refaire aujourd'hui, j'opterais pour une autre technique peut-être. Je le ferais peut-être au crayon de couleur ou au pastel. En tout cas, avec plus de texture peut-être. Okay. Mais c'était vraiment... Drôle de zèbre, c'est mon premier album jeunesse. Okay. C'était comme ma première expérience dans le monde de la littérature avec une maison d'édition. Donc, c'était comme mes premiers petits pas de bébé là-dedans. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, là. Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui. Donc, encore une fois, je vous félicite toutes les deux. Puis, je rappelle que Drôle de zèbre était également le lauréat du prix Peuplier de la Forêt de la lecture en mai 2023. Mais oui, ça double félicitations. J'aimerais revenir à Catherine Turcotte parce que vous êtes instigatrice de ce projet-là. Qu'est-ce que ça apporte, ce projet, autant aux enfants qu'aux étudiantes qui y participent? Oui, alors les étudiantes qui y participent, c'est sûr que sur le plan du développement professionnel, c'est très, très proche de ce qu'elles vont devoir faire à l'école de toute façon. Oui. Mais elles doivent trouver un contexte plus ludique pour y arriver. Pour les enfants, c'est 1000 choses, là. C'est de reprendre un peu l'habitude de lire avant que l'école recommence. Oui. Ensuite de ça, juste au gala, vous m'avez nommé Sarah tantôt. Sarah, c'était une élève qui était très, très, très timide il y a quelques années. Ils ont travaillé beaucoup à la relance pour qu'elle s'ouvre et qu'elle s'exprime davantage. Et là, c'était l'animatrice. Wow, c'est une victoire. Oui, moi, j'étais la co-animatrice seulement. Et là, Zénab, une autre petite fille du camp, m'a bien avisé que l'année prochaine, elle n'aurait plus besoin de moi. D'accord. Ouais, l'animation, il s'en chargeait. Alors, c'est beaucoup d'autodétermination et d'autonomie qu'on développe dans ces projets-là. Oui. Alors, si les enfants pensent à l'an prochain, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura encore un autre camp littéraire? Oui, moi, je le confirme. En l'été 2024? Oui, en août, avec les enfants de la relance. De la relance, qui est donc Centre-Sud, on l'a situé. Exact. Alors, merci, mesdames. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci de permettre un meilleur accès aux livres aux enfants qui en ont besoin, de rendre la littérature vivante. Je souhaite d'abord longue vie au projet Accolade et au prix Accolade. Catherine Turcotte, merci, vraiment. Merci beaucoup. Maude Larente de BANQ, je vous remercie beaucoup. Mathilde Perrault-Archambault, je vous souhaite la possibilité d'écrire encore et encore et encore plein d'autres livres. Et Catherine, illustratrice, merci. La possibilité à vous aussi d'illustrer. Merci à toutes les quatre. Au revoir. Au revoir. Merci. Je m'appelle Josué, j'ai 11 ans. J'aime lire des bandes dessinées parce que ça me fait rêver. Je m'appelle Sophie, j'ai 54 ans. J'adore les albums à cause des illustrations. La chronique de Marie Barguerdien. Bonjour Marie. Bonjour Marie. On est très heureuse de vous retrouver, même à distance, Marie. Aujourd'hui, vous nous parlez de francisation. On vous écoute. Merci. Désolée pour nos auditeurs, j'ai une petite voix de canard un peu, des rhumes, mais bon. C'est la saison. Alors, j'ai fait récemment une activité à la bibliothèque de Montmagny. Et entre les rayonnages de livres, il y avait 2 enfants qui se promenaient comme ça en quête d'une bonne histoire, à qui j'ai proposé de suivre l'animation. Leur réaction quant à l'activité a été vraiment spontanément d'y participer, tout en me précisant que peut-être ils ne comprendraient pas tout avec un petit accent. Eh bien, ils étaient biélorusses.
Et ils parlaient un français impeccable. Ils sont venus un peu plus tard me montrer leur choix de livre en m'expliquant que ça les aidait beaucoup pour apprendre le français. Ça m'a conforté, Marie, la francisation. Ouais. Ça marche encore mieux avec des livres. Avec des livres, oui. Quelques jours plus tard, j'ai croisé une enseignante de l'Université de Montréal qui m'expliquait que son programme plurilingue, lui, était à l'arrêt. Ouais, ça, c'est dommage. Enfin, ça m'a questionnée. J'ai fait un lien en me disant que d'un côté, on a des nouveaux arrivants dont les enfants apprennent le français. C'est normal d'apprendre la langue du pays où l'on prend racine. Mais cette population multiethnique, c'est aussi une richesse pour nous. Et supprimer de tels programmes, une aberration. La diversité linguistique, c'est vraiment plus une richesse qu'un obstacle. Je tenais à le dire. Et je dirais même que parfois, on a besoin de passer par notre langue maternelle pour entendre une autre langue. Il peut y avoir des mots communs, ou au contraire, des grandes différences qui nous font mieux réaliser la culture de la langue, celle que nous apprenons naturellement dès la naissance et celle que l'on va apprendre pour être mieux intégré au pays. Bref, tout cela me semblait suffisamment important pour en faire l'objet d'une petite chronique à votre émission. Pour notre plus grand plaisir. Alors, au niveau gouvernemental, l'un des volets de Francisation Québec sera consacré aux tout-petits et à leurs parents pour favoriser l'éveil à la langue française et l'apprentissage de cette langue par le jeu. Bonne nouvelle. Il est évident que la littérature jeunesse est un excellent moyen pour accéder à la langue française, que l'on soit adulte ou enfant d'ailleurs. On sait aussi que l'apprentissage d'une deuxième langue est beaucoup plus facile quand les histoires sont bien ciblées. Autrement dit, quand quelque chose d'affectif prend racine avec le plaisir de lire. Ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Parce que, savez-vous quand même qu'il y a 60% de la population mondiale qui pratique du bilinguisme? C'est plus que je pensais, oui. Ah oui, ça m'a beaucoup étonnée. Oui. Donc, naviguer entre deux langues confère aussi d'énormes avantages cognitifs. Enfin, c'est pas que les enfants sont plus intelligents en pratiquant deux langues, c'est qu'ils ont vraiment une grande flexibilité mentale. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Alors énorme est le défi pour nous au Québec de faire en sorte que les jeunes apprennent le français, mais aussi leurs parents. Or, et j'en ai fait souvent l'expérience, les parents ont tendance, évidemment, pris par leur vie, à ne fréquenter dans leur temps libre que des gens de leur communauté. Ce que je comprends, c'est plus rassurant. Et bien sûr, cela les tient éloignés de l'apprentissage du français. Tandis que leurs enfants, eux, vont aller à l'école et vont vite parler, se débrouiller rapidement, mieux que leurs parents. J'ai vu des cas d'ailleurs où les enfants servaient de traducteurs auprès de leurs parents pour faire des démarches administratives ou des rendez-vous médicaux. Le défi de francisation est grand, surtout dans un pays où en plus l'anglais fait concurrence. Et on doit reconnaître que la langue française est tout de même complexe. Il faut donc vraiment encourager les parents à venir écouter les heures du conte en français, les encourager à emprunter des livres pour que la langue rentre à la maison, ou encore les diriger vers des liens de lecture en audio. Car pas de solfège sans musique, disait un fameux pédiatre, eh bien, pas d'apprentissage d'une langue sans en écouter. Parmi ces nouveaux arrivants, certains viennent de pays d'ailleurs où l'écrit n'est pas autant développé que chez nous, le rapport au livre plus rare. C'est pourquoi les albums jeunesse sont vraiment un atout, notamment par les images. Apprendre à lire l'illustration peut considérablement aider notre compréhension d'une histoire. L'autre atout des albums jeunesse, c'est qu'on a une histoire qui tient, disons, en 32 pages et permet l'expression orale, soit parce qu'on lit à voix haute, soit parce que la narration ouvre sur certaines questions. J'ajoute que ces livres francophones sont aussi, et c'est une évidence, une belle invitation à entrer dans la culture francophone et l'imaginaire que porte la langue. Tout ce qui peut favoriser la prise de parole est important. On peut par exemple utiliser des albums sans texte comme Alphonse Lapin, chez Deux, faire observer les illustrations, demander de pointer des choses qu'on reconnaît pour faire émerger le mot. C'est important d'avoir du plaisir et jouer avec les mots. Je pense que des albums comme La Petite Bûche ou L'Anti-abécédaire, les deux d'ailleurs de Michael Escoffier, peuvent être vraiment de bons atouts. Et c'est très drôle. Et c'est très drôle. Oui. En francisation, les livres avec des répétitions sont une belle opportunité pour apprivoiser la prononciation. De même s'il y a des onomatopées ou des bruits d'animaux qui sont parfois différents d'une langue à l'autre, on le sait, pour Cocorico qui fait Kikiriki en italien. J'adore. Structure de texte qui offre aussi des séquences solides
évite que l'on se perde dans une narration trop complexe. Je pense à 11 Matou dans un sac qui a des séquences vraiment bien déterminées. Ça aide à faire l'apprentissage de la lecture en français. Un mot sur les animaux dans les histoires, au fond, que j'aime bien dans l'idée qu'ils sont très inclusifs. Quand on voit un ver de terre être ami avec un castor ou un éléphant, c'est rassurant et tout le monde peut s'identifier à ces animaux. Je pousserai aussi mes choix vers des documentaires type « Savais-tu » chez Michel Quintin qui permettent de découvrir, par exemple, des animaux d'ici ou des histoires dans lesquelles le contexte social sera représentatif du pays où on a emménagé et qui constituera un bon témoignage culturel de la langue. Les étoiles de Jacques Goldstein, le grand Antonio d'Élise Gravel. Voilà. On dit qu'il faut 4-5 ans pour maîtriser une langue. Il y a donc un enjeu de persévérance, de disponibilité pour ces gens qui s'installent au pays, qui se démènent sous beaucoup d'autres plans pour mener une vie convenable. Autant c'est facile pour les enfants d'apprendre le français s'ils sont sur les bancs d'école toute la semaine, autant il faut le reconnaître, c'est sans doute plus compliqué pour les adultes. La motivation doit être grande et la motivation, eh bien, c'est tout simplement se sentir bien dans le pays où l'on vit. Apprendre une langue ne veut pas dire trahir la sienne, mais l'enrichir au contraire et au-delà, nous aider à faire l'apprentissage du vivre ensemble. Ah, merci Marie. On va mettre sur le site de l'émission les liens vers les titres que vous avez mentionnés. On vous retrouve dans quelques semaines quand il fera plus doux, plus chaud. Au plaisir Marie, santé. Merci Marie. Je m'appelle Félix, j'ai 10 ans. J'aime lire des livres parce que ça me transporte dans un autre monde. Je m'appelle Marius, j'ai 11 ans. J'aime lire parce que ça fait voyager. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois l'autrice Danielle Chaperon. On écoute une nouvelle chronique littéraire Raconte-moi une histoire à propos d'un album d'Oliver Jeffers. Et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Je m'appelle Fabien. J'ai 12 ans. J'aime lire des livres parce que ça me fait sourire. Oui, je te dis. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir l'autrice jeunesse Danielle Chaperon. Bonjour Danielle. Bonjour Marie. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Merci. On va prendre le temps de vous présenter pour le bénéfice des auditeurs. Vous êtes née à La Malbaie. Vous avez, semble-t-il, appris à lire sur l'endos des boîtes de céréales. C'est une technique, une lecture intéressante. Vous avez lu et relu des bandes dessinées, en fait, tout ce qui vous tombait sous la main. Vous aimiez écrire des pièces de théâtre que vous jouiez ensuite avec les petits voisins. Après des études en littérature française à l'Université Laval, puis en sciences de l'éducation à l'Université d'Ottawa, vous avez enseigné durant plusieurs années en Ontario et au Québec, et on va revenir là-dessus. Vous étiez et vous êtes toujours une lectrice passionnée. Vous avez accompagné plusieurs enseignants, enseignantes dans leur pratique d'enseignement de la lecture. En 1998, vous avez publié chez Boréal votre premier roman, Emma et le Dieu qui rit. C'est à partir de 2013
2016 avec l'abominable que vous vous lancez dans l'écriture d'albums jeunesse. Vous êtes souvent invité dans les écoles à des rencontres et des ateliers avec les enfants du primaire pour parler de votre processus de création et de vos ouvrages et de ce qui vous inspire. Et le dernier atelier que j'ai remarqué sur le site de Communication Jeunesse, c'est « On sort le méchant ». À partir du personnage de l'ogresse de votre album, l'épouvantable histoire de l'ogresse qui ne mangeait que les enfants sages. Et on va reparler de ça aussi. J'ai noté aussi cette curiosité. Vous avez une homonyme en Suisse, Danielle Chaperon, qui est détentrice d'un doctorat en lettres, directrice du Centre d'études théâtrales de Lausanne et professeure de littérature française à la faculté de lettres de l'Université de Lausanne. Comment vous avez découvert son existence? C'est pas par Instagram, tout simplement. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, je t'ai écrit sur Instagram, tu m'as pas répondu. » Alors que je réponds quand même. Ben oui. Et là, c'est là que j'ai découvert que j'avais une homonyme. Et donc, elle a dû recevoir des messages qui m'étaient destinés, mais sans plus, je la connais pas plus. Vous n'êtes pas rencontrés? Non. Non, d'accord. Vous étiez enseignante. À quel niveau? Quand j'ai commencé, j'ai fait de tous les niveaux dans ma carrière. Là, je suis allée de la maternelle 4 ans jusqu'en 5e année. Puis je pense qu'il y a seulement la 6e année que j'ai pas fait. Toujours au primaire? Toujours au primaire, ouais. toujours. Donc, c'est ça. Alors, quand j'étais en Ontario, j'ai fait de la maternelle 4 ans, j'ai fait de la première année. Donc, j'ai fait vraiment du premier cycle et du préscolaire. Mm-hmm. Puis, j'ai passé 2 ans en Ontario, en fait, à enseigner. Ouais. Après ça, je suis revenue au Québec. Et là, moi, à l'époque où je suis arrivée sur le marché du travail, je suis comme la génération qui suit un peu les baby boomers. Donc, nous, on arrivait et il y avait zéro poste à combler. Oui, évidemment. Donc, c'était soit, ça fallait faire de la suppléance. Et j'ai fait une année de suppléance et j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Je comprends. À tel point que j'ai même pensé quitter la profession, tellement c'était difficile. Donc, quand je suis arrivée ici à Montréal, je suis allée dans une école juive. Donc là, il y avait possibilité d'avoir ma classe à moi, ou en tout cas, je partageais avec d'autres enseignants. Donc, j'ai passé quand même 13 ans dans une école de confession hébraïque. Ouais. OK, donc environ à peu près 15 ans d'enseignement. Oui. Après ça, je suis arrivée au public. Après aussi. ça, j'ai passé... ça s'est fait en 2000, je crois. En 2000, avec la réforme, la fameuse réforme qui a eu tellement mauvaise presse, moi, elle m'a beaucoup attirée parce que j'enseignais en fait le français langue seconde toutes ces années-là. OK. Donc, j'avais vraiment envie d'enseigner à des francophones pour essayer des choses que je pouvais pas essayer en langue seconde. J'ai quand même apprécié mes années en langue seconde, mais j'étais comme prête à faire autre chose. Donc, je suis allée en milieu défavorisé. Donc, j'ai commencé en 2000 et j'ai pris ma retraite en 2018. OK, donc j'ai 33 ans d'enseignement dans le corps. Ben oui, mon Dieu. Ça use, hein? C'est arrivé comment, ce passage de votre vie d'enseignante au travail d'autrice? En fait, pour mon roman adulte, j'avais un besoin d'écrire. J'ai toujours écrit, en fait, pas toujours, mais jeune, j'écrivais beaucoup. Après ça, j'ai arrêté. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, j'essayais des trucs, mais je sentais pas que j'avais le souffle pour me rendre à être capable d'écrire un roman au complet. J'avais toujours des idées, me rendu à page 2, j'étais tannée. Donc, c'est embêtant. Donc, mais à un moment donné, quand j'ai commencé le manuscrit de Emma et le Dieu-Curie, en le commençant, je savais que je finirais. Okay. C'était comme très clair dans ma tête et je l'ai écrit très, très rapidement d'ailleurs. Oui. Surprenamment. Et j'ai été chanceuse parce que j'ai été publiée rapidement. Oui, ça c'est une chance. Oui, vraiment, vraiment. Mais mon rêve, vu que j'enseignais et que j'avais devant moi des petits enfants d'âge scolaire, j'avais vraiment envie d'écrire pour eux. Oui. Et ça a été un autre combat. Ça a été plus difficile de trouver ma niche, je dirais ça comme ça. OK, c'est parce que j'ai envoyé beaucoup de ballons, beaucoup de bouteilles à la mer, mais je pense que quand on veut faire sa place en littérature jeunesse, il faut, comme je disais, trouver sa niche, mais trouver aussi sa voix. Oui, sa voix. VOIE, VOX, oui, c'est ça. les deux. Les deux. Donc, ça a pris quelques essais. Oui. Et jusqu'à ce que la courte échelle me réponde avec mon abominable. Oui. Donc,
Donc là, ça a été le début d'un beau voyage parce que j'étais vraiment très, très heureuse. Puis comme j'enseignais à ce moment-là, en 98, il est sorti en 2013, donc je devais enseigner en deuxième cycle du primaire, donc des enfants de 7 à 9 ans, grosso modo. Donc, c'est vraiment à eux que je m'adressais avec l'Abominable parce que c'est des problématiques de l'amitié, des peines d'amitié. Oui. C'était une problématique que je vivais tous les jours. Je réglais des conflits à chaque retour de récré. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu... c'est en réaction à ça, ces conflits-là que les enfants connaissent après les récrés. Bon, t'es mon ami, je suis plus ton ami, tout ça. Ouais. Donc, des amitiés qui se font et se défont et qui blessent et qui... Alors, c'est un petit peu de ça que je voulais parler avec l'Abominable. Ouais. Donc, ça a été le début de cette aventure-là parce qu'après ça a pris encore un petit bout de temps parce qu'évidemment, je travaillais aussi à temps plein. Mais encore une fois, dans ma recherche pour trouver ma voie, ben après ça, j'ai publié chez Fonfon, chez Dominique et compagnie. Ouais. Donc, ça s'est enchaîné comme ça. Vous avez déjà publié plus d'une 15aine d'ouvrages pour la jeunesse, principalement des albums. Plusieurs des thèmes, vous en parlez, des thèmes abordés dans vos livres, ça touche directement le cœur des petits. Vous parlez très, très habilement de choses qui les touchent directement. Puis, d'après moi, là, c'est une grande qualité que de savoir écrire pour les petits à propos de sujets qui nous semblent, à nous, les adultes, parfois anodins, mais qui prennent toute la place dans leur vie. Vous avez parlé de l'Abominable à la courte échelle. C'est Iris qui a fait les illustrations. Clara, le personnage se sent trahi, triste, déçu, parce que la petite Juliette arrive puis bouscule l'amitié, la relation qu'elle a avec sa meilleure amie Annabelle. Dans mes bottes de 7 tonnes, qui a été publié chez Isatis, c'est Marilyn Fauché qui a fait les illustrations. Vous parlez de l'effet dans le cœur des enfants qu'ont les conflits des parents. Et plus récemment, dans Te laisser partir, ça c'est publié chez Comme des géants, illustré par Nathalie Dion. L'enfant voudrait bien garder pour toujours ce petit arc-en-ciel, mais il réalise qu'il faut apprendre à dire au revoir à ceux qu'on aime, à lâcher prise. Comment vous choisissez les thèmes que vous abordez dans ces albums et les personnages, les situations qui portent les messages? Je dirais que c'est souvent, ça arrive parfois par hasard au détour d'une promenade, comme j'ai un chien que je promène tous les matins et souvent quand j'ai l'esprit assez libre, parce que ça prend un esprit pas trop contrarié par X, Y, Z choses de la vie, quand j'ai l'esprit assez libre, alors après à ce moment-là, les idées peuvent venir. Puis ben des fois au détour, quand j'ai terminé ma marche, je pense que j'ai trouvé l'idée du siècle et des fois ben ça débouche pas. Et d'autres fois ben j'attrape quelque chose, c'est comme un peu un papillon, une idée, je trouve. Donc j'attrape quelque chose et je suis capable de le développer, d'en faire quelque chose de bien, d'assez bien en tout cas pour le proposer à un éditeur. Ouais. Vous avez aussi publié l'album Ma tête en l'air chez Fonfon. C'est illustré par José Bisaillon. Et dans ce livre-là, on voyage partout dans le monde grâce à la poésie et à ce que la petite fille, tête en l'air, perd comme bagage. De quelle façon c'est stimulant la poésie, les jeux avec les mots pour l'autrice que vous êtes? C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est plus ludique, donc ça peut aller dans tous les sens, c'est assez éclaté comme... Puis en même temps aussi, c'est éclaté, mais en même temps, ça prend... on peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, à un moment donné, il faut se rassembler. C'est ça, faut se recentrer, se rassembler nos idées. Et c'est un livre qui a quand même une belle vie parce que c'est un peut-être des seuls que j'ai écrit qui est beaucoup en demande dans mes ateliers et aussi que je peux travailler avec des enfants de 4 ans comme je peux aller aussi. Je l'ai fait l'année passée, je crois, mais c'est des classes d'accueil pour des enfants du 3e cycle. Donc, en même temps, on faisait un petit exercice de poésie, mais c'était vraiment à hauteur d'enfant. Puis c'est quand même... puis du fait que c'est des enfants qui viennent d'ailleurs et qui voient... Mais des fois, ils voient des images qu'ils ont vues eux-mêmes. C'est une façon de découvrir la langue, effectivement. On parlait de francisation avec Marie Bergertian, donc ça... Oui, c'est ça, parce que quand les enfants sont très aussi...
quand je leur demande, bien, qu'est-ce que vous remarquez dans cet album-là, bien, à part les objets perdus et tout, bien, c'est la sonorité, c'est les rimes. Mais les enfants sont très attirés par ce qui rime. Oui, tout à fait. Ce qui m'impressionne aussi dans ce que vous avez publié, c'est l'étendue de votre palette. On l'a dit dans certains livres, on reconnaît la sensibilité, l'empathie qui vous caractérise. Puis dans d'autres albums, un humour complètement déjanté. Je pense notamment à l'épouvantable histoire de l'ogresse qui ne mangeait que les enfants sages et à Draculota, le plus récent, tous les deux publiés à la courte échelle, illustrés par Baptiste Absalem, qu'on adore. Oui. Est-ce que c'est un hasard d'ailleurs? Est-ce que vous croyez que le choix de l'illustrateur intensifie le message de ces deux albums, leur côté décalé, humoristique? Définitivement. Moi, je trouve qu'il y a un talent inouï. Baptiste, puis il rajoute tellement une couche à ce que j'écris. Je trouve que ça vient embellir, ou c'est pas le mot que je cherche, mais ça donne encore plus de tonus à mon histoire. Je trouve que ça l'amène même ailleurs. Donc, non, je trouve que c'est un illustrateur formidable et j'étais très heureuse qu'il accepte de collaborer. Oui, vraiment. Là. On retrouve ça aussi un peu dans J'aime pas ta robe, dont c'est Samuel Quentin, l'illustrateur, qui a fait les illustrations, puis c'est publié chez Monsieur Ed. On mentionne aussi que c'est un des finalistes BD jeunesse du prix des libraires 2024. On croise les doigts. Dans ce livre-là, il y a un petit garçon, une petite fille, puis il y a une joute verbale là, qui est vraiment surprenante, qui est attendrissante, avec en toile de fond l'imaginaire, le côté vrai des enfants et l'amitié. Ça, c'est un thème qui revient souvent chez vous. C'est un format différent, c'est presque BD. Pourquoi ce choix de format-là? Écoutez, c'est un pur hasard parce que moi, quand j'ai écrit J'aime pas ta robe, c'était un texte très soutenu. Oui, puis très dialogué. C'était vraiment dialogue. Il n'y avait pas beaucoup de descriptions, tout ça. Puis là, je l'ai envoyé à Valérie de chez Monsieur Ed et Valérie Picard. Et donc, on a retravaillé le texte, elle m'a proposé des choses. Valérie, elle me fait beaucoup travailler, tout comme Carole à la courte échelle. Donc, et puis après ça, on a cherché un illustrateur, une illustratrice, et on a pensé à Samuel. Samuel a accepté. Mais Samuel, en recevant le texte, lui qui est un BDiste, dans sa tête, c'était une BD. Ben oui. Donc, moi, quand j'ai reçu les premières ébauches, j'ai dit « Ah, wow! Sans le savoir, j'ai écrit une BD. » Ben oui, c'est ça. Donc, c'était une BD malgré moi, mais j'en étais fort heureuse parce que j'adore la BD. Donc, c'est l'apport de l'illustrateur. Oui, c'est vraiment lui. Mais pour lui, c'était clair. J'ai jamais posé la question. Donc, c'était clair que c'était une BD. Et donc, c'est devenu une BD. Daniel, c'est la tradition à Imagémo à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse en terminant. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oui. J'ai de Anushka Ravishankar, en tout cas, son nom est un petit peu difficile à retenir. On va chercher ça. Oui, c'est chez Albin Michel. Ça s'appelle « Les éléphants n'oublient jamais ». Donc ça, c'est un livre coup de cœur parce que quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, j'ai vraiment pensé à ma carrière d'enseignante et quels étaient les livres qui revenaient à chaque année et dont je me faisais un devoir d'utiliser d'une façon ou d'une autre. Et lui, ce livre-là, je sais pas si vous le connaissez, c'est un bébé éléphant qui est avec sa famille éléphant. Et à un moment donné, il y a un gros orage qui survient dans une jungle. Et là, il y a une énorme branche qui tombe, un arbre qui se brise et l'enfant est comme séparé. L'éléphant est comme séparé de sa famille et erre et se retrouve adopté par des buffles. Oh, okay. Et donc, il vit sa vie de buffle et les buffles le trouvent très utile parce qu'il n'a peur de rien, donc il peut faire fuir les tigres, etc. Donc, à un moment donné, ils vont boire à la rivière quelques années plus tard et il revoit sa famille d'éléphants. Oui. Alors là, il est au milieu de la rivière. D'un côté, il y a sa famille d'éléphants, de l'autre côté, il y a la famille de buffles. Et là, il se demande vers qui je vais. Ah oui. Et avec cet album-là, je faisais toujours des débats avec mes élèves. Donc, les élèves devaient choisir leur camp, entre guillemets, choisir un argumentaire. Et donc, c'est un livre. Ah oui, c'est un coup de cœur. Donc, c'est une autrice indienne. Merci pour la suggestion. Je rappelle que les auditeurs pourront aussi la retrouver sur le site de l'émission avec tous les autres titres dont on a parlé. Je vous remercie, Daniel Chaperon, pour cette rencontre. Merci pour la folie, l'imaginaire, pour le plaisir des mots, pour ce lien solide et précieux avec ce qui habite et touche les petits et que vous savez traduire si habilement. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Raconte-moi une histoire.
On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie Barguerdjian et Mathilde Routier nous font découvrir l'album Pendant ce temps sur Terre d'Oliver Jeffers, publié chez Kaléidoscope. Voyage dans l'espace et le temps qui nous permet de réfléchir à nos conflits humains. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Pendant ce temps sur Terre d'Oliver Jeffers, publié chez Kaléidoscope, est une exploration de notre place dans le temps et dans l'espace, mais aussi un point de vue cosmique sur les conflits humains. Oliver Jeffers nous dit « Ce livre m'a été inspiré en grande partie par de nombreuses tentatives pour expliquer, depuis l'autre bout du monde, l'histoire du conflit nord-irlandais à des personnes qui, bien qu'intelligentes, n'y connaissaient rien et n'en avaient pas grand-chose à faire. » Pour ce faire, l'auteur adopte une structure particulièrement intéressante et originale, offrant divers niveaux de narration. Nous plaçant spectateurs d'une ville, on voit un papa et ses enfants embarqués dans leur voiture. Commence une première narration qui raconte le cosmos, mais elle semble relayée par la voix du père qui propose aux enfants d'aller vérifier les faits, comme si la première narration venait de la radio. Les enfants qui se disputent à l'arrière du véhicule deviennent cosmonautes comme leur papa et nous voilà propulsés dans le cosmos. La voiture décolle dans le mauve de l'espace, direction la Lune, où l'on devrait arriver d'ici 1 an à peu près. Mais attention, prévient le papa. Nous devons garder un œil dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe sur Terre. Si on avait déjà atteint la Lune, il serait 1 an plus tôt chez nous. Fascinante expédition qui fait travailler notre relation au temps et à l'espace. Mais dans le rétroviseur du temps, ce n'est pas la joie, car nous n'avons jamais fait que nous battre pour agrandir notre territoire. Pourtant, la Terre n'est pas si grande comparée à l'espace. Et une fois dépassé la Lune, si on prend à gauche, il faudrait 78 ans pour atteindre Vénus. Et 78 ans avant, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui s'est montrée dans le rétroviseur. 150 ans pour atteindre Mercure. Il y a 150 ans, c'était la colonisation de l'Afrique. 283 ans pour le Soleil. Et pendant ce temps sur Terre, il y a 283 ans, on est en 1700 environ et c'est la conquête des territoires américains, le génocide des peuples autochtones. 1200 ans pour rallier Jupiter. Et il y a 1200 ans sur Terre, c'était le temps des Vikings. Oliver Jeffers remonte le temps jusqu'à la préhistoire tout en atteignant la limite du système solaire au-delà de Pluton. Le silence s'est fait dans la voiture. Les 2 enfants ne se disputent plus, ils se sont endormis. Il est temps de rentrer. Papa porte ses 2 petits cosmonautes au lit. L'histoire se conclut par cette phrase de Neil Armstrong à son retour sur Terre à bord d'Apollo 11 en 1969. Où que l'on voyage, on est toujours heureux de rentrer chez soi. Alors disons que ce voyage dans l'espace et le temps devrait nous faire apprécier ce que nous avons. En gardant un œil sur le cosmos qui nous permet de voir loin, de voir grand, il est important de garder l'œil dans le rétroviseur du temps pour comprendre tout le chemin parcouru. Sans moralisation aucune, Oliver Jeffers avertit le jeune lecteur. Il lui fait prendre conscience des défauts de la nature humaine à toujours vouloir conquérir, l'espace y compris. Nous sommes humains héritant du passé pour aller vers le futur. Rappelons le titre de cet album fascinant pour la vision qu'il offre du monde, Pendant ce temps sur Terre d'Oliver Jeffers, publié chez Kaléidoscope. C'était Marie Barguerdjian et Mathilde Routier. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerdjian, Arstramgram.
d'autres idées de lecture. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 21 janvier, à Marie raconte, je lis Henri Golo d'Émilie Perrault et José Bisaillon, publié chez Fonfon. C'est Henri, un petit garçon, qui raconte cette histoire délicieuse à propos de l'importance du rire pour désamorcer les situations tendues et inconfortables. Henri aime faire rire les gens, même de lui parfois. Les illustrations de José Bisaillon sont hilarantes et Émilie Perrault réussit ce tour de force, mentionnant des crises en classe que le rire désamorce. Elle fait référence à des épisodes difficiles dans la vie des Inuits et même au processus du deuil. Comme dans plusieurs des albums publiés chez Fonfon, on retrouve à la fin de celui-ci quelques faits intéressants. Ici, sur le rire, ses bienfaits et l'importance de l'autodérision. Je vous en lis ici un extrait, oui, ici même. Au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas encore fait le montage de l'épisode de Marie raconte, alors je vous lis le livre live. Chut! Je ne peux pas te parler fort. Je dois rester caché ici. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi j'ai trop peur de me mettre à rire. Et il ne faut surtout pas. Bon, d'accord, je te raconte. Mais avant, dis-moi, as-tu déjà compté combien de fois tu ris par jour? Moi, j'ai essayé, mais j'ai arrêté à 342 fois. Je ris vraiment souvent. Une fois, j'ai même ri pendant que je me faisais chicaner. Mais je ne te le conseille pas. J'ai remarqué que les adultes n'aiment pas beaucoup ça. En passant, moi, c'est Henri. C'est un diminutif. Ça veut dire que mon vrai nom est plus long. Mais ce que tu dois vraiment savoir, c'est que j'ai une qualité spéciale. Je fais rire de moi. Ce sera donc disponible à Marie raconte à compter du 21 janvier. Et je vous rappelle qu'en allant sur le site de Marie raconte, vous pouvez écouter l'histoire lue et racontée au moment qui vous convient. La consultation en ligne est disponible pendant 2 semaines après la première diffusion. Et j'en profite aussi pour vous dire que je recevrai Émilie Perrault dans 2 semaines, le 28 janvier, à Imagémo, à voix haute. Alors, maintenant, quelques suggestions de livres parus récemment, cette fois des documentaires, de très très beaux livres, parce que certains lecteurs préfèrent la réalité à la fiction, et c'est très bien. D'abord, Anthologie illustrée de la Terre par Callie Aldershaw. Les illustrations sont de Daniel Long et Angela Rizza. C'est pour 8 ans et plus, c'est édité chez Urtubise. Et voici ce qu'en dit l'éditeur: voyager au centre de la Terre, puis traverser la croûte terrestre, afin de découvrir les merveilles à la surface de notre planète. Des volcans destructeurs aux spectaculaires geysers en passant par les montagnes arc-en-ciel, les impressionnants glaciers et les forêts tropicales verdoyantes, cette anthologie célèbre la majesté de la Terre et en dévoile tous les mystères. Accompagné d'illustrations étonnantes et de photographies à couper le souffle, cet ouvrage vous présente les beautés de notre fascinante planète. Il y a aussi À la découverte de la nature du Québec par Mathieu Fortin, c'est pour les 6-8 ans, donc dans la série documentaire Petit lecteur de Petit génie. Cet ouvrage contient une foule d'informations intéressantes à propos de notre nature québécoise. La géographie ainsi que la faune et la flore de chez nous sont mises à l'honneur et fascineront sans aucun doute tous les petits curieux et leurs parents. Un petit test ludique permet même aux enfants de mettre à l'épreuve leurs connaissances. Ensuite, 300 faits incroyables sur les animaux par Marie-Ève Côté. C'est pour les 6 ans et plus, toujours chez Petit Génie. Ce livre documentaire permettra aux enfants de découvrir des faits insolites, tous plus surprenants les uns que les autres, sur 300 espèces d'animaux de partout dans le monde. Un livre captivant et ludique pour aiguiser la curiosité et donner envie d'en savoir plus. Il y a aussi donc mon encyclopédie animée par Emmanuel Kessir Le Petit. Les illustrations sont de Gabriel Berger, Lucie Delaunay, Charlotte Molas, Sébastien Pelon et Maude Riemann. C'est pour les 5-8 ans chez Gallimard Jeunesse. Une encyclopédie avec plus de 180 questions-réponses et autant de volets à soulever pour explorer tous les grands sujets: le corps, la maison, la ville, la nature, les animaux, la mer, la terre, les sciences, les sports, l'histoire, l'univers. Les pages sont cartonnées et il y a des animations
originale. En terminant, j'aimerais vous mentionner la sortie récente de l'album La Souffleuse. Donc, on n'est plus ici dans les documentaires. C'est de Larry Tremblay, illustré par Enzo, publié chez Deux. Voici ce qu'en dit l'éditeur. Dans une narration poétique empreinte de sensibilité et d'humanité, une souffleuse dévoile sa hantise de blesser les petits marmots de la rue de la Colline. 12 enfants frondeurs, turbulents et curieux qui n'ont peur de rien, surtout pas du chasse-neige. Mais un beau matin de tempête, après avoir fait un rêve étrange, la souffleuse, parce que c'est la souffleuse qui est narratrice, sort dans la rue, habitée par un horrible pressentiment. Personnifiant la souffleuse qui se raconte avec douleur, Larry Tremblay offre une histoire forte qu'il manie avec audace, douceur et horreur. L'histoire se passe à Chicoutimi, à une époque où on n'avait pas encore placé d'employés devant les engins qui ramassent la neige. C'est une histoire d'hiver, une histoire de cœur qui touche et qui fait frémir les enfants et les parents qui se souviennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Catherine Turcotte de l'UQAM, Maude Larente de BANQ, Mathilde Perrault, Archambault et Catherine qui nous ont parlé du projet et du prix Accolade. Marie Berguirgian pour sa chronique sur la francisation. L'autrice Danielle Chaperon, Marie Berguirgian à nouveau et Mathilde Routy pour la chronique Raconte-moi une histoire. Michel Brûlé pour le soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite plein de lectures captivantes. On se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.